Détox Finance. Bonjour Stéphane Voisin, bonjour Jean-Baptiste Bellon. Vous êtes co-auteur de ce livre, tous les deux analystes financiers. Stéphane Voisin, vous enseignez à Dauphine et vous êtes également donc le directeur du programme de recherche sur la finance durable de l'Institut Louis Bachelier. Jean-Baptiste Bellon, vous êtes expert du secteur bancaire et ancien président de la Société française des analystes financiers, la SFAF. Si vous publiez aujourd'hui cet ouvrage Détox Finance, est-ce que c'est parce qu'il y a un problème, est-ce que la finance ne s'est toujours pas détoxifiée? Alors la finance est en partie pas détoxifiée, elle a été très toxique. On s'en rappelle, on a passé 10 ans très compliqués, on a le coût des litiges, le coût de changer de système bancaire, de changer de finance. Par contre, ce qu'on voit bien dans le passé, c'est ce qu'on s'attache à montrer dans le livre, c'est que finalement, tous les modèles bancaires ont failli, ont eu des problèmes, mais que ces problèmes sont nés dans des zones très très réduites du périmètre d'activité bancaire, et que donc finalement, ce n'est pas tellement un problème particulier à une banque ou à une autre, c'est un problème culturel, c'est un problème général. Alors on a essayé de répondre, ce qu'on montre dans le livre, c'est que les réponses sont des réponses en demandant plus de transparence, qu'il y ait moins d'opacité, que la banque arrête de fonctionner pour elle, qu'elle fonctionne pour la société. On montre aussi que finalement, c'est dans cette question de culture, il faut changer plus de choses, il faut changer l'état d'esprit, remettre la banque à travailler pour la société. C'est toujours un problème aujourd'hui, essentiellement parce qu'on a régulé un endroit, donc il y a d'autres endroits non régulés qui posent problème, qui peuvent être toxiques, qui peuvent être des sources de toxicité. Et puis finalement, ce qu'on a fait en faisant ça, c'est qu'on a aussi réduit la profitabilité du secteur bancaire. Et paradoxalement, le secteur bancaire devient toxique pour la société parce qu'il n'est pas assez rentable aujourd'hui. Alors effectivement, c'est un livre de proposition aussi, qui fait un état des lieux pour proposer. Et vous parlez de la chlorofinance, cette ultra-finance verte. Est-ce que c'est vraiment la solution au problème du réchauffement climatique? Est-ce que c'est la hauteur du problème? Ce qu'on appelle la chlorofinance, qui est un chapitre dans le livre, fait référence en fait à un segment de la finance d'impact qui est en soi une niche de la finance durable. Donc ça ne sera forcément pas la solution globale, mais c'est un des mécanismes permettant de financer directement des projets dans le domaine notamment agroforestier, des projets verts, mais vraiment, quand on dit ultra-verte, c'est vraiment, on parle de l'agriculture, de la forêt, etc. Et soit même de financer des projets, soit de financer l'absence de projets, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais la conservation finance, faire en sorte de rendre les forêts, l'Amazone intacte par exemple. Il y a des mécanismes de financement pour ça. Donc ce type de financement peut revendiquer un fort impact positif, c'est certain, mais sa mise à l'échelle et pas pour demain, malheureusement, parce que c'est vraiment un petit compartiment de marché. Par contre, il y a des ambitions parfois, je pense notamment au fonds Land Degradation Neutrality, donc financement de la neutralité des terres dégradées qui est porté par Mirova et qui a l'ambition d'avoir un impact macro au niveau de la planète entière. Par rapport à réchauffement climatique, c'est plutôt sur le chapitre qu'on appelle finance thermos. Oui. Là, on dit qu'effectivement, dans le cadre de l'accord de Paris, donc il faut rappeler que l'article 2 demande à aligner l'ensemble des flux financiers sur l'objectif des 2 degrés, que l'on démontre, que l'on expose un certain nombre d'outils et d'une dynamique de place qui consiste à dire qu'il faut aujourd'hui mesurer l'empreinte carbone des flux financiers et arriver, si possible, à décarboner l'ensemble de l'économie. Mais ça passe par un instrument de mesure et in fine, je pense notamment au plan d'action de la Commission européenne qui demande à mesurer les indices de marché, à mesurer les portefeuilles. On va peut-être pouvoir dire que prendre la température des marchés ne sera plus une métaphore, mais bien réelle. Donc il peut y avoir ces changements-là. Vous avez parlé de l'investissement d'impact, de la finance d'impact. Donc c'est à la fois écologique et social aussi. Est-ce que ça peut aussi avoir vraiment une puissance, être un levier important, ou est-ce que ça peut être qu'une contribution sympathique ? Alors, l'impact est intéressant parce qu'on voit bien que la finance a eu un impact négatif, il faut qu'elle ait un impact positif. Et donc, c'est des mesures qui rentrent en jeu, c'est des instruments qui sont nés il y a 8-10 ans à peu près, donc juste après la crise. Et du coup, ces instruments-là permettent de changer pas mal
la donne, à la fois parce que ce sont des instruments qui permettent plein de propositions. Vous avez parlé de social, environnement, etc. Mais ces propositions, on peut les mesurer, ce que disait Stéphane, on peut les mesurer avec des outils différents. On va mesurer un profit financier, on va mesurer un profit pour la société ou pour le fait qu'on atteigne un objectif. Et ça, c'est assez nouveau parce que finalement, ce qu'on faisait avant, on dit on fait du profit, si on a trop de profit, on en reverse un petit peu, on a une charité de verser à la société. Là, c'est très différent. On dit le profit, on revient à ce qu'est le profit. Le profit, c'est ce qu'on peut dégager en plus quand on a maintenu le capital. C'est vrai pour le capital financier, c'est vrai pour le capital naturel, c'est vrai pour le capital humain. Et donc, le fait qu'on fasse ça, ça change complètement la donne et ça génère plein de propositions qui sont intéressantes et c'est bien mieux, par exemple, que des obligations vertes sur lesquelles on était assez déçus en dépit de leur taille ou à cause de leur taille, je ne sais pas. Alors, vous êtes assez optimiste, pour finir, on ne va pas tout évoquer, mais sur les fintech. Pourtant, il y a beaucoup de critiques sur la fragilité de ces technologies et des sociétés qui les exploitent. Qu'est-ce qui vous rend optimiste dans les fintech ? C'est que les fintech peuvent a priori au moins contribuer à deux objectifs de la finance détox. Le premier, a priori, c'est de désintermédier l'industrie financière, qui est souvent perçue comme trop désincarnée, notamment de l'économie réelle, et donc de retisser un lien plus étroit entre l'investisseur et le projet final. On parle dans l'alimentation de circuits courts ou de slow food, et c'est à peu près la même chose dans l'industrie financière. L'idée, c'est que ça soit la finance, ce qu'on appelle 2.0, la crowdfinance, le financement participatif, ou la finance 3.0, ce qu'on appelle la crypto-finance, participe en fait à retisser ce lien et à redonner goût aux citoyens, redonner le goût de la finance aux citoyens. L'autre sujet, c'est un sujet plus d'information. Et si l'information financière est très normalisée, l'information extra-financière ne l'est pas. Et l'idée, c'est de mieux donner plus accès, de donner une meilleure information sur les informations sociales, les informations environnementales, de façon à mieux appréhender leur impact. Et ça joue dans les deux sens, comme le disait Jean-Baptiste, c'est-à-dire l'impact de ces enjeux-là sur la performance et le profil de risque des actifs, mais aussi l'impact des flux de financement sur la fragilité des écosystèmes sociaux et environnementaux. Merci beaucoup pour être venu de nous présenter votre livre Détox Finance. Et évidemment, il y a tellement d'autres choses qu'on aurait pu dire. Je ne peux que conseiller de s'y reporter. Merci.